Très bien, bonsoir, chers parents, chers élèves et chers auditeurs et auditrices. Bienvenue sur le plateau de notre deuxième rendez-vous de l'année scolaire, le mercredi des parents. Alors ce soir, nous allons aborder un sujet plus qu'essentiel. Comment les pôles d'appui à la scolarité peuvent-ils aider les parents à comprendre, à accompagner et prendre en compte les besoins spécifiques, en tout cas, de vos enfants? Alors les objectifs de cette rencontre ce soir, c'est de donner à comprendre ce qu'est le dispositif PASS, qui sera expliqué par notre expert ce soir, mettre en avant la plus-value de ce dispositif, clarifier en tout cas la place des parents. Enfin, nous allons savoir comment concrètement ce que signifie ce dispositif, comment l'équipe évalue les besoins, comment les professionnels travaillent-ils ensemble, comment répondre aux besoins en tout cas des enfants, et qu'est-ce que cela implique pour les familles, pour les enfants, pour l'école. Bref, un ensemble de réponses qui va vous être apporté ce soir. Merci en tout cas de vous être connectés. Nous demandons à tout à chacun de pouvoir éteindre les micros de façon à faciliter le flux. Alors pour nous accompagner dans cette aventure éducative, l'Académie de Dijon est représentée par Madame Catherine Mourat, inspectrice d'académie, inspectrice régionale pédagogique, établissement et vie scolaire, et référente académique parentalité, parmi d'autres casquettes bien sûr, avec la participation ce soir de Madame Cathy Georges, qui représente la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves pour l'Académie de Dijon. Merci Madame Georges, n'hésitez pas à intervenir ou à écrire dans le chat. Monsieur Bruno Écart, président de la FEP, Association des parents d'élèves de l'enseignement public pour l'Académie de Dijon, mais qui est aussi le maître du son et du chat aujourd'hui. Merci en tout cas d'assurer cette qualité technique avec autant d'efficacité comme à chaque fois. Enfin, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un professionnel dont l'engagement au service d'une école plus inclusive, plus protectrice et plus juste n'est plus à démontrer. Il œuvre au quotidien pour garantir que chaque élève, et quels que soient ses besoins, puisse apprendre et s'épanouir dans un environnement plus sûr, respectueux, à l'abri de toute forme de discrimination. Nous recevons ce soir Monsieur Pierre-Jean Favre, inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'ASH, l'adaptation scolaire et scolarisation des élèves en situation de handicap, et conseiller technique auprès de Madame la rectrice de l'Académie de Dijon. Alors, vous œuvrez au sein des 4 départements de l'Académie de Dijon, et ce, pour garantir un climat scolaire en tout cas apaisé, respectueux, où chaque élève peut trouver sa place et s'épanouir. Alors, bienvenue à vous, Monsieur Favre. Nous sommes d'ores et déjà impatients de bénéficier de votre expertise et de vos éclairages. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc, vous m'avez présenté effectivement en tant qu'IUN-ASH, où il y a beaucoup de terminologie. ASH étant l'adaptation à la scolarisation des élèves en situation de handicap, avec 2 dimensions, une dimension plutôt sur l'accessibilité, une dimension sur la compensation, mais on y reviendra au fil des questions si vous le souhaitez. Après, ça a évolué en école inclusive. On parle maintenant, et je l'ai mentionné dans la première diapositive, d'une école pour tous, pour vraiment prendre en considération l'ensemble des besoins des élèves. Et on y reviendra, puisque c'est l'occasion de parler aujourd'hui des PASS, des pôles d'appui à la scolarité. Je vais essayer de maîtriser l'outil, si j'ai... C'est bien ça? Bon, d'accord. Ok. On va donc aborder cette nouvelle organisation. Je ne parlerai pas ni de dispositif, ni de structure, mais vraiment une nouvelle organisation de l'école, avec un territoire donné sur une partie d'un département, avec comme focal le travail autour des besoins particuliers. Alors c'est une dimension un peu particulière là pour le coup, les besoins éducatifs particuliers, qui n'est pas reconnu en tant que tel au sein de la loi. On a une loi, on a deux grandes lois sur le handicap, en 1975 et en 2005. Et on se focalisait plutôt sur l'élève en situation de handicap reconnu par une entité du conseil départemental, qui est la maison départementale des personnes handicapées. Et on voit que globalement, on a un certain nombre d'élèves qui sont de manière assez chronique en grande difficulté, mais qui ne sont pas reconnus comme étant en situation de handicap avéré au terme de la loi, mais en difficulté de façon régulière dans le cadre de la classe. On a un certain nombre d'élèves qui sont appuyés dans le premier degré par des réseaux d'aide ou des pôles ressources autour des IEN de circonscription,
en premier degré, et en second degré, il y a des élèves qui sont scolarisés en CP1. Et plus globalement, la sphère des élèves à besoins particuliers est beaucoup plus grande que la sphère dédiée à la terminologie de la loi. Donc, voilà. Sur la troisième diapo, on rentre un petit peu dans le concret sur ce que c'est qu'un PASS. On a dans notre académie, dans l'académie de Dijon, on a depuis 1 an et demi été préfigurateur au travers du dispositif qui a été déployé en Côte d'Or avec 17 PASS. Depuis septembre, donc, on a d'autres PASS qui ont été développés dans la Nièvre. Et à la rentrée prochaine, on aura donc 2 départements, nos 2 autres départements, la Saône-et-Loire et Lyon, qui rentreront dans ce type de dispositif avec vraiment une dimension très territorialisée sur la Côte d'Or, donc depuis 1 année et demie, 17 PASS quadrillent le territoire. Aucune école passe, aucune école, aucun collège, aucun lycée ne passe au travers. On est vraiment à un accompagnement global avec l'idée d'avoir une réponse rapide, une réponse accessible à chacun, que ce soit des équipes pédagogiques ou que ce soit des parents d'élèves, et une coordination d'action, et on le verra au travers des acteurs qui interviennent dans les PASS. On est donc un dispositif qui accompagne des élèves en situation de handicap ou hors en situation de handicap, tout en laissant la sphère de compétences des MDPH. Voilà. Peut-être 4 missions essentielles des PASS. Lorsqu'elles sont, les PASS sont interpellées par les familles, par les entités scolaires. Il y a dès le départ une analyse du besoin. On essaye de rencontrer et l'élève et la famille. On regarde ce qui est en train de se développer, le livret de parcours inclusif, pour bien comprendre la situation, quelle est la situation dans la classe, qu'est-ce qui met en difficulté l'élève, et quels sont progressivement ses besoins. On analyse là avec, on verra, un binôme de proximité, et on propose des réponses qui sont adaptées, qui peuvent correspondre à des aménagements pédagogiques particuliers, qui peuvent correspondre également à du matériel pédagogique adapté, et j'y reviendrai. Et ça peut aussi amener des interventions ponctuelles. Une des caractéristiques du PASS, on y reviendra, et avec un accompagnement des familles, si on a nécessité, on accompagne les familles vers une démarche peut-être un peu plus conséquente avec l'appui de la MDPH. Donc c'est peut-être une des qualifications du PASS, c'est de la rapidité, mais aussi quelque chose qui n'est pas durable dans le temps. On aborde les réponses, on voit si cela correspond à un besoin, si on a rempli le besoin, si on a répondu à ce besoin-là. S'il ne l'est pas, s'il y a besoin d'autre chose, on peut accompagner vers d'autres ressources. Donc le PASS, au-delà de l'analyse des besoins, va être en mesure de donner des réponses qui relèvent aussi des ressources de territoire, qui peuvent être des ressources de l'éducation nationale ou des partenaires, et on entre dans la dimension médico-sociale, mais j'y reviendrai. Et aussi cette dimension de coordination d'ensemble. C'est-à-dire qu'on voit quelles sont les réponses qu'on va peut-être donner par du matériel adapté, par des aménagements spécifiques de la classe et des pratiques des enseignants, mais aussi par des interventions communes. Voilà, un peu cette dimension. Pour continuer, on est, voilà, je le disais tout à l'heure, vous verrez, hein, le matériel adapté n'est pas la première des ressources. Vraiment. On est plus dans l'accompagnement pédagogique de la classe et de l'apprentissage pour l'enfant, et on est vers des interventions spécialisées. J'y reviendrai, hein, des interventions d'éducateurs ou d'équipes mobiles d'appui à la scolarisation qui peut donner un appui à l'équipe ou à l'élève. Voilà. Autre dispositif. Je viendrai un petit peu plus, je vais aller plus dans le détail, vous comprendrez bien. Il y a au cœur de ce dispositif PASS un binôme qui relève de 2 institutions, l'institution Éducation nationale, avec un coordonnateur Éducation nationale, qui se trouve être de manière assez préférentielle un enseignant spécialisé, mais s'il n'est pas possible, on prend d'autres types d'enseignants, et un éducateur spécialisé qui relève du secteur médico-social, donc
relevant d'un organisme gestionnaire. Ce travail se fait au quotidien, c'est-à-dire que concrètement, on a des lieux d'implantation du PASS sur un territoire donné, peut-être il n'y a pas de critères bien insériés, hein, c'est-à-dire dans une école, dans un collège, dans un lycée. Traditionnellement, les départements mettent ça plutôt dans une entité du second degré, et on a un bureau, physiquement, un duo éducateur spécialisé coordonnateur qui travaillent ensemble au quotidien. On a donc un certain nombre de ressources qui viennent en appui, qui peuvent être des membres des pôles ressources du premier degré, j'en ai parlé tout à l'heure, des RAZ, peut être des personnes ressources TND à un trouble du neurodéveloppement, des conseillers pédagogiques qui peuvent être mobilisés au besoin pour identifier, par exemple, le besoin de l'élève, ou qui peuvent venir en appui des équipes s'il y a nécessité. On retrouve les personnels de santé scolaire et on retrouve les partenaires externes. J'ai parlé tout à l'heure des équipes mobiles d'appui à la scolarité. C'est donc des appuis aux pratiques des enseignants, mais aussi maintenant, depuis le dernier texte qui est sorti récemment, des appuis aux élèves, s'il y a nécessité, selon ce qui sera décidé par le binôme permanent que j'appelle chef d'orchestre du dispositif. Voilà. Vous dire que, bon, en termes de ressources, il y a forcément un moment quand vous avez un certain nombre de ressources qui viennent en appui, une articulation, une coopération pour que cette école soit la plus inclusive. Les ressources territoriales, j'en ai parlé tout à l'heure, elles relèvent de différentes entités, différentes institutions. Hein. On parle bien entendu des personnels de l'éducation nationale. Je le disais tout à l'heure, conseil pédagogique, professeur ressources, RASED. On peut y intégrer bien entendu les psychologues EDA ou DEO, c'est-à-dire l'éducation nationale en premier degré ou en second degré, les personnels de santé scolaire, les AMSH référents qui vont pouvoir étayer des appuis qui ont été mis en œuvre et qui sont nécessaires. Ressources médico-sociales, je n'y reviendrai pas, avec la possibilité de prestataires professionnels qui viennent en appui, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, etc. La ressource territoriale peut être également engagée quand il s'agit de dépasser leur stricto sensu qui correspond à la scolarité. Voilà. Les ressources internes, on en a parlé, je pense, important. Vous voyez la diversité de ces acteurs. Il faut que, quand on met en place un PASS, les collègues UNAISH le savent, cela amène des repositionnements de chacun, de façon à ce que chacun soit bien coordonné. C'est cet esprit de coordination au plus près du besoin de l'élève. Donc, c'est un point sur lequel on insiste quand on met en place les PASS, de façon à ce que chacun comprenne bien ce qu'ils veulent faire dans cette articulation coordonnée. Et puis, on apporte, bien entendu, on ouvre la porte de l'école. Je pense que c'est de plus en plus, hein, on le fait au regard des nouvelles structures qu'on retrouve dans le médico-social. Je sais que j'étais intervenu précédemment un mercredi, j'avais parlé des unités d'enseignement externalisées. Ça fait la même logique, si vous voulez. Hein. On ouvre les portes de l'école à des possibilités d'appui que l'on ne sait pas faire au sein de l'école. Et un enseignant n'est pas un éducateur spécialisé. Et je pense que c'est important que chacun comprenne bien qu'il ne s'agit pas de réduire les compétences des autres. On amène à ce que, je regarde par exemple le binôme de proximité, hein, qui est l'éducateur spécialisé et le coordonnateur PASS, il ne s'agit pas de nier la spécificité de métier de chacun, mais bien d'agir en complémentarité. Il y a des cultures de métier qui sont amenées à travailler ensemble pour fabriquer une autre culture, une culture de partage. Il y a certains chercheurs qui ont travaillé sur cette notion d'intermétier, à Serge par exemple, qui ont bien travaillé sur cet interstice, ce travail-là, que l'on doit développer avec une culture professionnelle qui ne s'invente pas, qui se construit. Donc, petit en or, je vous en prie, montez le son. Ah, je vous entends pas suffisamment bien. Ouais, je peux parler plus fort. Déjà, je vais rapprocher le micro. Oui, je vous en prie. Voilà. Ça devrait être mieux. Et donc, voilà, je le redisais
disais bien, donc il ne s'agit pas de nier les cultures des uns et des autres, mais bien d'avoir un autre regard. Le regard principal du coordonnateur du PASS, c'est bien le regard élève, alors que le regard éducateur spécialisé, par exemple, c'est le regard enfant ou adolescent. Et cette conjonction des deux fait qu'on a une vision un peu beaucoup plus grande, beaucoup plus systémique de l'élève et de l'être avec l'ensemble de ses besoins. Deuxième expertise complémentaire, j'en ai parlé tout à l'heure à l'équipe mobile d'appui à la scolarité, les MAS, qui est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui, sur le précédent texte, était avant tout centrée sur l'accompagnement aux pratiques des enseignants. On venait, on observait, on échangeait, on donnait des conseils sur les pratiques. Là, dernier texte, une évolution pour se mettre en cohérence avec le dernier texte qui est les charges des PASS, pour avoir à la fois cette dimension indirecte et à la fois cette dimension directe. S'il y a besoin que l'équipe pluridisciplinaire puisse intervenir auprès des élèves, il y a possibilité. Voilà, et on conclut bien entendu avec la possibilité d'avoir des professionnels libéraux qui peuvent intervenir auprès de l'élève. Donc, peut-être pour poser un peu les choses, rappeler un peu le mode de fonctionnement est vraiment très sécurisé. Je dois remercier vraiment le département de la Côte d'Or et le service départemental d'école inclusive de ce département qui a beaucoup travaillé sur la formalisation des choses pour qu'on rassure les uns et les autres. Et les acteurs qui existaient avant le déploiement des PASS, et en même temps les familles qui doivent comprendre voilà, comment s'organise ce mode de fonctionnement, et j'aurai quelques exemples de fiches de saisine par exemple. Donc effectivement, on est sur une demande qui est formalisée par la famille ou par l'entité scolaire. Alors, suivant les départements qui sont préfigurateurs, selon les départements préfigurateurs, certains ont accès l'entrée famille d'abord, et puis l'entrée entité scolaire premier, second degré après. Ça n'a pas été le choix qui a été porté dans la Côte d'Or, avec une majorité, on le verra peut-être, une majorité de saisine par l'entité scolaire, avec un développement de la famille sur la deuxième année, ce qu'on voit actuellement. Donc, on est sur d'abord une saisine, après un accueil de la famille ou de l'équipe pédagogique sur site. On peut avoir cet échange sur site dans les établissements. Une analyse de la situation qui permet, et au besoin, des observations qui se font par le coordonnateur PASS et par l'éducateur spécialisé, voir en classe ce que ça donne pour avoir un avis complémentaire, pour ensuite expertiser et faire une proposition de réponse avec forcément plusieurs axes. Toujours avec cette idée on consulte le LPI, qui est un document qui progressivement se met en route sur l'ensemble du territoire français, et en même temps une réponse qui s'inscrit dans le livret pour que sur le parcours de l'élève, ça suive. Voilà, ça soit inscrit, et c'est pas possible. Même si l'élève change de département, change d'académie, ça suit son cursus. Voilà, et donc c'est une mise en œuvre. Alors, je le disais tout à l'heure, on n'est pas sur les mêmes dimensions que la compensation qui relève du handicap. On est sur une action qui peut être, allez, on va dire, sur une ou deux périodes. La période école, dans sein de l'école, c'est entre deux vacances. On est sur ces actions-là, assez massées et assez qui sont arrêtées dans le temps, voilà, de façon à ce qu'on voit si ça répond aux besoins ou pas. Et si ça ne répond pas, on essaie de trouver d'autres stratégies. Donc, ça nécessite forcément des ajustements, des accompagnements dans la durée, si on voit que peut-être que cet élève-là aura besoin de plus, non pas dans le cadre de l'accessibilité, c'est-à-dire des aménagements pédagogiques dans le cadre de la classe, mais peut-être plus dans de la compensation, et on accompagnera la famille, on verra par qui, on accompagnera la famille vers peut-être une réponse de compensation qui relève du handicap. Voilà, je vous ai mis deux exemples de fiches d'autorisation pour vraiment. Alors là, c'est vraiment l'exemple de la Côte d'Or, puisque c'est stabilisé depuis une année et demie maintenant. On a des choses qui sont vraiment cadrées, de façon à sécuriser le respect de la confidentialité des données. Voilà, après,
pour les familles, et vraiment, on a eu l'occasion avec Madame la rectrice d'aller sur site, d'aller visiter, d'aller rencontrer les acteurs au quotidien. Et pour les familles, les retours qu'on en a, en tout cas, auprès du SDI de Côte d'Or, du service départemental de l'école inclusive de Côte d'Or, c'est que le premier retour est très favorable. Et bien, accueilli dans un premier temps, c'est la rapidité de la réponse. On n'a pas besoin d'attendre des semaines et des semaines. On a tout de suite un accusé de réception et un entretien très vite avec la personne, et on enclenche cette dynamique pour peu que la réponse de la famille soit favorable. Parce que j'y reviendrai, mais il y a toujours ce respect des familles. C'est-à-dire, on ne va pas aller au-delà de cette proposition d'aide. Si la famille ne le souhaite pas, on ne pourra pas mettre en œuvre. Donc, voilà, cette dimension de rapidité est importante. Deuxième dimension, c'est les dimensions de co-analyse. Et là, je reviendrai sur les propos qu'avait tenus Sophie Cluzel il y a quelques années, quand elle parlait des parents experts de leurs enfants. Je pense que c'est vraiment ça. C'est qu'on ne peut pas faire sans la dimension parent. Et parce que, je donne souvent cet exemple-là, mais un élève dyspraxique, dès le plus jeune âge, ça va se voir à la maison. Il va avoir des difficultés pour laisser les chaussures, pour s'habiller, pour se brosser les dents. Enfin, voilà, au quotidien, les parents se rendent très très vite compte qu'il y a quelque chose qui nécessite plus d'accompagnement. Et cette analyse-là, elle est importante pour l'enseignant en premier degré, mais l'équipe aussi en second, de façon à ce qu'on puisse très vite aménager les choses. Donc, la dimension 3, la co-décision, bien sûr, on n'impose pas les choses, on essaye de proposer un certain nombre d'adaptations et on ajuste en fonction de la vie de l'équipe et de la vie de la famille. Je disais tout à l'heure sur la notion d'accompagnement aux besoins. Voilà, le partenariat famille, donc il est structuré, voilà, c'était ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est pas périphérique, c'est vraiment important qu'on ait cette notion d'accompagnement et cette notion de partenariat avec la famille, parce que on ne fait pas sans les parents. Je pense que c'est important qu'on puisse accompagner, y compris sur les situations de constitution de dossier. Et là, le lien se fait avec les enseignants référents de suivi de scolarisation. Quand on sent que la famille est en difficulté pour la constitution des dossiers, même si normalement l'accompagnement ne se fait pas vraiment au premier temps par l'enseignant référent, la démarche elle est construite par la famille, mais l'enseignant référent peut accompagner au cas où il y a nécessité. En tout cas, le PAS, il est. Une petite focale, parce que je pense que c'est important que vous soyez au courant de ce qui est mis en œuvre. Je le disais tout à l'heure, on n'est pas sur la construction, enfin, on ne peut pas nier la culture de l'un ou de l'autre. Là, je parle des binômes de proximité que sont les corps de passe et les éducateurs spécialisés. On met vraiment en place, et l'académie porte financièrement, elle porte la chose de façon à ce qu'on mette en place des formations conjointes. Il ne s'agit pas pour l'éducation nationale de former tous les personnels, non, il faut co-former. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui sont diffusées et dédiées par le FCM, par l'école académique de formation continue de notre académie, mais aussi portées par les organismes gestionnaires qui sont employeurs des éducateurs spécialisés. C'est cette co-formation qui fait qu'à un moment, on construit des cultures propres au binôme. On est sur les cadres conceptuels de chacun, et on va peut-être accentuer pour les éducateurs spécialisés la partie pédagogique, et peut-être pour les corps de passe, accentuer peut-être la dimension plutôt éducative, de façon à ce que chacun s'entende bien. Et en règle générale, moi, tous les retours que j'ai, c'est que les binômes fonctionnent plutôt bien. On n'a pas la meilleure preuve, c'est que au bout d'une année, on n'a pas eu, ce qui est important pour nous, c'est aussi de voir s'il y a un impact en termes de turnover des corps de passe, et ça n'a pas été le cas. Ce qui montre qu'effectivement, ça a été bien vécu de la même façon pour les éducateurs spécialisés. C'était une volonté de travailler avec l'école. Donc, j'ai mis donc l'idée de fluidification des coopérations, d'améliorer la qualité des accompagnements, tant pédagogiques qu'éducatifs. Voilà. Je
peux vous dire qu'on suit de près ces formations conjointes. Là, pour nous, 2 formations conjointes. La première a été développée en Côte d'Or. Cette année, ça a été développé dans la Nièvre. Et on veille à ce que ces formations conjointes aient du sens pour les uns et pour les autres. Après, j'avais une petite diapo sur la gouvernance, parce que c'est important qu'on montre que les PASS sont pas que sur le terrain, c'est que derrière, il y a d'abord le bilan opérationnel du PASS. Il y a un niveau local. Il y a 3 pilotes dans ce niveau local, hein, l'inspecteur d'éducation nationale de la circonscription, le chef d'établissement qui accueille le bilan de proximité, et puis le directeur du médico-social, qui est lui employeur de l'éducation spécialisée. Et c'est, voilà, vous avez en quelques mots ce que fait chacun, hein, sur les modalités de saisine, sur la communication. C'est important, la communication, de façon à ce qu'on voit bien comment on donne à voir le fonctionnement d'une nouvelle organisation. Une dimension qui est portée donc par le délégué territorial de l'ARS et par l'inspecteur d'académie d'Azen, sur l'aspect plutôt organisationnel, régulation des moyens et en même temps le lien avec le conseiller technique ou la conseillère technique IEN-ASH, hein, l'inspectrice ASH, pour faire en sorte que ça fonctionne au mieux à ce niveau départemental et au niveau académique. Bien entendu, la rectrice et la déléguée, la directrice générale de l'ARS pour les organisations plutôt stratégiques. Je disais, donc nous aurons la chance au 1er septembre, normalement, d'avoir 4 départements dans notre académie entrés en passe en totalité, de façon à pouvoir couvrir tous les besoins de l'académie de Dijon. Mais on était facilité par le fait que le département de la Côte d'Or était préfigurateur. On gagne une année quand même par rapport aux autres. Mais c'est une vraie volonté de la part de la rectrice, mais volonté aussi de la part des IADAZEN de prendre sur leurs moyens, de façon à pouvoir organiser au mieux quelque chose qui coordonne les réponses aux besoins des élèves. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que les passes sont suivies, vraiment. Chaque année, un rapport complet est fait. Alors là, vous avez quelques éléments de ce rapport qui est transmis aux autorités de tutelle, sachant que là, si je reviens particulièrement au département de la Côte d'Or, un outil a été vraiment bien fait, construit, développé par un animateur TIS, de façon à pouvoir avoir à l'instant T l'état des situations de tel ou tel élève, tel accompagnement, quand est-ce qu'on a été saisi, quand est-ce qu'on a été les choses ont été mises en œuvre. On a une vision très complète, très systémique des 17 passes de la Côte d'Or, mais on peut aller très très fin dans l'analyse de façon à ce qu'on voit quelles sont les réponses qu'on a apportées. Mais vraiment à l'instant T. Cet outil n'a pas été pour l'instant repris au niveau national, mais on conjugue les deux, à la fois le rapport qui est compris dans le cahier des charges national, et à la fois cet outil qui est vraiment bien reçu par l'ensemble des bilans. Voilà. Ensuite, du point de vue des acteurs, hein, la dimension de réactivité, j'en ai parlé, la dimension de proximité, parce que vous avez localement, vous savez quels sont les interlocuteurs à solliciter, l'esprit de cohérence, peut-être que on le verra pas dans ce diaporama, mais on a en moyenne 1,7 réponses par élève, donc plus d'une réponse, et la multimodalité est vraiment quelque chose qui répond bien à l'ensemble des besoins. On n'a pas forcément que du matériel pédagogique adapté à donner, mais on a peut-être des possibilités d'appui d'un ergothérapeute et en même temps de matériel, ou en même temps d'autres possibilités avec le RAZ. Je pense que c'est important que ça soit. L'aspect coordination est quelque chose qui est important à noter, et la personnalisation revient aux besoins de l'élève. Alors, je crois que j'ai plus la main parce que non. Bon. Est-ce que tu je veux juste voilà. Ça alors c'était sorti de la présentation. Oui. D'accord. Plein écran, mais. Revenir dans le plein écran, pardon. Hop, ça revient. Alors, tac, présentation. Voilà. Oui, peut-être quelques points, puis après je ferai un petit focus sur
sur les places de Côte d'Or. Alors, donc, on est la fusée, pour vous dire qu'on a plein de déploiements. C'est l'occasion aussi, on l'avait fait à l'occasion du déploiement des PIAL renforcés. Hein. Tout à l'heure, on parlera peut-être des questions autour de PIAL, PASS, c'est quoi, et pourquoi on change encore de terminologie. Mais à l'occasion des PIAL renforcés, un texte précédent, on avait déjà cette idée d'identification des ressources de proximité, de ressources de territoire. On va un petit peu plus loin. Là, on est plus dans on fait des cartes. Actuellement, on est en train de fabriquer des cartes pour cibler les ressources dans un pass, et de façon à pouvoir faciliter les choses pour les binômes de proximité. Donc, c'est vraiment à la fois une belle identification des ressources, une gouvernance multiniveau. J'ai parlé de cette dimension ARS, médico-sociale et éducation nationale. Un des points clés des passes, c'est effectivement ce binôme de coordination EVN et médico-sociale qui a du sens. Cette dimension de coaction, et ça, je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure des possibilités de donner à voir, donner des informations aux équipes, cette coordination renforcée et cette formation conjointe dont on a parlé précédemment. J'insistais sur cette dimension de n'hésitez pas à contacter les binômes de proximité. Je voudrais maintenant en venir au PASS. Voilà. Alors, costalorien, c'est un terme que j'ai appris aujourd'hui. C'est l'alternative à Côte d'Orien. C'est un terme qui existe. Quand on ne sait pas, on invente, on met un terme pour aller avec. C'est comme les piales qui deviennent des passes, et les 10 qui deviennent des TED, on est des costaloriens ce soir. C'est pas tout à ça. Non, on y reviendra. Je vais faire un focus sur les passes de Côte d'Or, et je remercie le service départemental de l'école pour la communication de ces éléments. Vous le voyez sur 2024-25, 930 sollicitations quand même, avec une particularité, c'est que plus de 88% étaient sur sollicitation de l'éducation nationale, avec des sollicitations dans une moindre mesure par les parents, et on voit, si on prend le premier degré, vous additionnez et l'école maternelle et l'école élémentaire, une grosse prédominance du premier degré. Sur 2025-2026, à ce jour, c'était au 24 novembre, 472 sollicitations, c'est-à-dire quand même que ça monte, on le sent, ça monte en puissance, avec une montée aussi en puissance du rôle des parents, des sollicitations par les parents. Vous voyez, près de un peu moins de 20% des sollicitations des parents, ce qui est tout à fait logique, parce peut-être qu'on communique mieux, en tout cas, c'est mieux connu ce mode de fonctionnement en passe. Et puis vous le voyez quand même, des choses qui concernent l'école maternelle en particulier. Vous voyez, 32% l'année dernière, 36% cette année. Pourquoi l'école maternelle? Parce que c'est aussi le lieu de première scolarisation. Les choses ne sont pas encore enclenchées, et on s'aperçoit que quand on fréquente d'autres, peut-être qu'on se rend mieux compte des difficultés. Voilà. Il ne me reste pas beaucoup de diapositives, mais vous me direz l'heure. Faut me dire. Il y a un ensemble de questions de parents. Motif de sollicitation, il me semble important de mentionner quand même. On voit quand même deux prédominances, 24-25, 25-26, deux prédominances sur la notion de comportement, des comportements un peu déviants en classe, et les notions des difficultés d'apprentissage. On retrouve tous les troubles neurodéveloppement, mais aussi, pour être plus clair, les élèves 10 par exemple, ou les troubles du spectre spécifique du langage de l'apprentissage. Voilà. La nouvelle catégorisation de tout ce qui concernait les anciens 10, le TDAH, le trouble du spectre autistique et les top étoiles. C'est ça. Pour faire le package qu'on fait. Mais difficulté d'apprentissage, on est plutôt centré sur les élèves, ce qu'on appelait auparavant les élèves 10. Voilà. Je vous ai en gros répertorié un peu le mode de fonctionnement, je remercie toujours le service départemental de l'école inclusive de Côte d'Or, pour vous rappeler un peu, pour montrer un peu le mode de fonctionnement. Réception de la sollicitation, un accusé de réception qui est systématiquement envoyé,
une réunion hebdomadaire qui définit si ça relève du PASS ou pas. Si ça ne relève pas, on redirige vers la réponse qui est la plus apportée, qui est adaptée, pardon. Sinon, on investigue, on observe, on va dans la classe, on met en place une réunion d'équipe et au besoin, on intervient de manière assez coordonnée. Voilà. Et puis, non, j'en arrive à la fin et donc je suis à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions. Et peut-être, si vous voulez qu'on aborde les PIALPASS, on peut commencer par là. C'est ça, exactement. Merci en tout cas, Monsieur Fabre, en tout cas pour votre intervention. Voilà, les questions sont complètement ouvertes et les échanges également. N'hésitez pas à interroger notre expert ici présent. Effectivement, qu'est-ce qu'un PASS exactement? Vous l'avez expliqué, mais en quoi diffère-t-il du PIAL que nous connaissions jusque-là? Alors, je vais être très très simple en fait. Les PIAL sont avant tout pour répondre à des élèves qui sont notifiés par la MDPH et notifiés en accompagnement humain. On est pour rationaliser les moyens de façon à pouvoir répondre plus tôt à une notification de la MDPH en accompagnement humain. Les PASS, on n'est pas dans cette dimension. Les PASS, on est en réponse à des élèves qui ne sont pas forcément avec ne relèvent pas forcément. Ils peuvent. C'est-à-dire, alors, moi, quand j'étais en primaire, c'est ça, la théorie des ensembles, vous voyez, les élèves en situation de handicap, et dans cette, au-delà des élèves en situation de handicap, il y a les élèves à besoins éducatifs particuliers. On a grandi la focale, si vous voulez. On prend des élèves qui ne sont pas forcément en situation de handicap, mais qui ont besoin d'une attention particulière ou d'adaptation particulière avec des outils ou sans outils, avec un renforcement avec tel ou tel accompagnement. Voilà. Donc, PIAL, élève en situation de handicap avec une AESH, PASS, on n'est pas du tout dans cette dimension-là. Oui, effectivement, bien reçu l'explication. Voilà. Le PASS concerne-t-il toutes les écoles, collèges, lycées ou seulement certains établissements? Alors, peut-être que je n'ai pas assez dit tout à l'heure, ça relève de tout. Alors, quand il est développé pour la Côte d'Or et pour la Nièvre, pour tout le département. Donc, que l'on soit en école maternelle, en école élémentaire, au collège ou au lycée, en privé ou en public sous contrat, donc premier, second degré, on est en PASS. Pas de distinction. Aucune distinction. Vous évoquiez le multipartenariat avec les professionnels, entre les orthophonistes. Oui. Assez nombreux et disponibles pour travailler avec l'éducation nationale, là où effectivement on souvent se heurte à cette difficulté de pouvoir être en contact avec les professionnels de la santé. Alors, dites-moi tout de suite, excusez-moi un instant, dites-moi tout de suite si le changement de micro vous donne un son plus amplifié. Ah oui. Très bien. Donc, je suis désolé, la question, c'était le nombre de personnel en général. Effectivement, on parle de multipartenariat, là où effectivement, dans certaines zones aussi du territoire, il est complexe aussi de pouvoir trouver des orthophonistes ou d'autres professionnels de la santé, alors même que vous dites effectivement travailler avec ces professionnels. Oui, alors on va travailler avec les personnels qui existent sur le territoire. On va aller au-delà de la proximité si on ne trouve pas. On va essayer de trouver des palliatifs, si vous voulez, hein, des personnels qui peuvent répondre, mais ils ne relèvent pas de l'éducation nationale, de fixer. Pardon, de pallier au manque de médecins sur le territoire. Médecins, ergothérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes, enfin voilà, c'est paramédicaux ou médicaux, c'est pas dans une sphère de compétences. On va identifier en tout cas toutes les possibilités existantes. D'accord. Je peux pas aller au-delà. Non, c'est certain. Est-ce que les familles doivent faire quand même des démarches particulières, notamment est-ce que les familles savent où trouver cette fiche, justement? Oui, non, enfin, en ce qui concerne particulièrement la Côte d'Or que j'ai plus suivi, mais je suis quasi sûr que c'est la même chose sur la Nièvre. Il y a des flyers qui ont été donnés. Un parent qui arrive dans une école, comment sait-il que le PASS existe? Alors, on a beaucoup communiqué en termes de communication, enfin, en termes que ce soit d'une manière numérique, de manière
papier, on a donné beaucoup de possibilités aux acteurs des PASS de façon à ce qu'on puisse avoir un répondant très très vite en proximité. Les fédérations de parents sont-elles le relais aussi de ces informations? On est le relais, on va même un peu plus loin, puisque notamment, par ma spécificité, j'accompagne aussi des familles. Voilà, on a aussi produit des outils et notamment une fiche d'acceptation de l'intervention des PASS pour les familles allophones et une version en facile à lire et à comprendre pour les familles qui sont elles-mêmes dans le champ du handicap avec des pictogrammes pour étayer et faciliter la compréhension et donc l'adhésion à la démarche. D'accord, très bien. J'ai cru comprendre que le site de l'Académie de Dijon avait aussi, effectivement, École Inclusive avait... Oui, alors la partie le blog académique, j'ai la chance de piloter, a effectivement fait depuis quelques temps déjà des vidéos, des accompagnements plus spécifiques. Je pense que c'est on s'inscrit dans le temps long là, les passes pour notre ministère, c'est effectivement quelque chose qui est coûteux, hein. Donc il faut le justifier. Il faut et on a dû justifier la plus-value apportée par les passes. Ça fait l'objet voilà, il y a d'ailleurs un bilan qui vient de sortir, qui montre les plus-values apportées auprès de l'ensemble des acteurs, hein. On a des retours très positifs de la part des familles, de la part des équipes, et de la part du médico-social, du secteur médico-social. Je pense que c'est important que on s'inscrit, voilà, vraiment dans la durée. Donc peut-être qu'effectivement c'est pas notre propre, enfin, on n'est pas très fort parfois en communication. Je le reconnais. Toutefois, on essaye de faire en sorte que ce que l'on met en œuvre en réponse aux besoins des élèves, ce soit la meilleure qualité possible. Très bien. Alors certains parents nous demandent justement, là, à travers le chat, d'être un petit peu plus précis sur nos célèbres acronymes entre le PASS et un suivi par CAMS ou PCO. Oui. Alors, quelle est la différence entre le PASS? Alors, le PASS, les CAMS et les PCO sont des acteurs qui relèvent du médico-social, qui viennent en accompagnement. Alors, les CAMS en particulier pour chez les petits, la PCO étant une aide au diagnostic, hein. Le PASS, c'est une organisation de l'école qui peut prendre des informations de la part des acteurs des CAMS ou des PCO et qui en fait qui participe à l'évaluation du besoin de façon à pouvoir répondre dans le cadre de la classe. Il n'y a pas alors différence. CAMS et PCO pour donner le... Alors l'acronyme, c'est toujours la question médico-sociale pour le CAMS et PCO prestation. PCO, je ne l'ai plus. Une seconde, je vous le trouve. J'ai mon dictionnaire. Tout comme d'ailleurs. La dernière fois, je me suis fait avoir aussi sur les acronymes. Parce qu'à force de parler acronymes, on a du mal à revenir à plateforme de coordination et d'orientation. Tout à fait. Ouais. Alors là aussi, il est demandé quelle différence entre PASS, PAI, PAE. Alors PAE, je ne vois pas bien de quoi vous... Je pense que c'est une confusion avec un PAP ou un PPS, mais... Alors, oui, alors je vais essayer d'être très clair. Et là, vous avez sur le site d'EduScol, je crois, quel plan, une infographie sur quel plan pour qui. Et on met à ce moment-là, il est précisé. Ouais, c'est ça. On met dans une même infographie, vous avez à la fois ce qui relève du PPRE, du PPS, du PAI, du PAP. PPS, hein, on est sur la dimension élève en situation de handicap. PAP a été créé pour être simple et assez clair, plutôt pour les élèves qui ont des apprentissages, hein, ce qu'on appelait avant des élèves 10 par exemple, hein, des élèves qui ont des troubles spécifiques du langage des apprentissages et qui relevaient de PAI. Maintenant, les PAI se concentrent sur les maladies chroniques, hein, donc on est sur l'aspect médical des choses, un asthme ou un diabète par exemple. Et PPRE, on est sur une action qui relève des apprentissages, mais qui est massée et qui est très ciblée dans le temps. Voilà. Et je crois un petit peu plus loin, oui, c'est ça. Une question dans le chat, là, si tu veux monter. Oui, je suis en train de revenir sur le chat, voilà. Je suis justement en train de... Alors, il y avait une question sur la confidentialité au niveau des fiches. Monsieur Monceau, je ne sais pas, il y a une question.
Oui, bonjour. Oui, le premier, est-ce qu'il y avait une question de confidentialité sur les fiches famille? Voilà. Oui, effectivement, elles ne sont pas numérisées sur un Google Drive. Non. Et le deuxième point, c'était de savoir s'il y avait un dispositif de filtrage des saisines familiales, en particulier pour prévenir ou réguler les tensions susceptibles de survenir entre parents et enseignants. J'ai pas l'impression, parce que pour le coup, pour avoir accompagné quelques familles qui se sont rapprochées du PASS parce qu'elles avaient parfois des difficultés à communiquer, ça a été fait, ça a été très bien fait de la part du PASS aussi, de venir faire cet appui extérieur et ce regard extérieur sans être ni dans le jugement, ni dans quoi que ce soit, tout en étant en capacité d'indiquer aussi comment on pouvait accompagner au mieux un enfant qui manifestement était dans le besoin. Donc il n'y a pas de filtrage, bien évidemment, les interlocuteurs ou interlocutrices du PASS qui lisent la fiche font aussi le tri de parfois l'émotion des parents qui la rédigent. Comme dans toutes les communications entre deux adultes autour des enfants quand quand il y a une difficulté qui se présente. C'est en fait tout à fait normal. Hein, l'aspect affectif des choses fait que parfois ça reste nos enfants. Oui, bien sûr. Une autre Quelle question. serait la qualification des coordonnateurs EN, KPI obligatoire? Alors je vais y revenir. Au regard du nombre de passes envisagées à la rentrée de septembre 2026, est-ce que la complétion des effectifs éducateurs enseignants est-il réalisable? Plusieurs questions en une. Merci, monsieur Ferrandi. Je commence par la première. Le KPI n'est pas obligatoire. Je disais que de manière assez préférentielle, on fait en sorte que ce soit un enseignant spécialisé. Je peux vous dire on essaye d'anticiper les choses. Alors, nous, de mémoire, la Côte d'Or a dû rentrer en PASS, je l'ai su, moi, le 8 janvier, le DAZEN a dû le savoir le 9, parce que je lui en ai parlé, et on a très vite enclenché ce travail de sectorisation, d'identification géographique des différents PASS, trouver quels étaient les différents pilotes pour qu'il y ait de la cohérence premier et second degré, et très vite on est allé vers les phases de recrutement, de façon à anticiper les choses, et globalement, ça s'est très bien passé pour les cordeaux PASS, avec des personnels engagés. Moi, je participais au recrutement des cordeaux PASS, et vraiment en préférence un KPI, c'est-à-dire un enseignant spécialisé, mais on ne voulait pas, c'était une volonté aussi du département de ne pas appauvrir le vivier en dispositif, soit en dispositif Ulysse, soit en dispositif, soit en structure unité d'enseignement externalisée. Donc, les cordeaux PASS qui n'étaient pas spécialisés, on s'est assuré d'un certain nombre de choses, de prédisposition à pouvoir être cordeaux PASS. Et dès le départ, c'est-à-dire que dès la phase de mouvement, on a enclenché des actes de formation. Très très vite, la circonscription ASH a engagé des actes de formation, en particulier pour ces personnels-là. Après, il y avait une deuxième partie de votre question, c'était au regard du nombre de passes envisagées. Voilà. Oui, vous avez raison. Est-ce que la complétion des effectifs éducateurs et enseignants? Alors, je n'ai pas à vous dire le nombre de passes qui seront. C'est mieux si on peut avoir le. Pardon. Je vais pas vous dire le nombre de bases qui ont été prévues, enfin qui ont été décidées par les deux DAZEN, de Lyon et de la Saône-et-Loire. Mais ce que je peux vous dire, c'est de la même dimension que la Côte d'Or et la Nièvre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Pour revenir sur les recrutements des éducateurs spécialisés qui relèvent du médico-social, sur financement de l'ARS quand même, parce que là on a jusqu'à présent engagé, j'ai beaucoup parlé de l'engagement de l'éducation nationale. Il ne faut pas négliger l'engagement fort de l'ARS dans ce dispositif, parce que 17 passes par exemple sur la Côte d'Or, ça nécessite aussi 17 emplois d'éducateurs spécialisés, donc des actions de formation et des actions de financement des emplois importantes de la part de notre partenaire de l'ARS, avec qui on travaille vraiment quotidiennement, et puis un engagement fort des organismes gestionnaires qui sont employeurs de ces personnels-là. Donc vraiment, c'est un travail à trois, j'allais dire, à trois institutions pour que ça marche au quotidien. Et je pense que
pour le recrutement des éducateurs spécialisés, ça a pris un peu plus de temps, on était un peu en décalage, mais avant les congés, on avait déjà acté tous les recrutements et on avait déjà engagé des actions de formation des éducateurs spécialisés et des coordonnateurs de PASS. Voilà. Alors, y a-t-il un rôle aussi, vous savez, il y avait des référents sur le handicap qui étaient aussi répartis sur le territoire. Est-ce que là encore, ils existent encore ou plus du tout? Alors, je pense que vous voulez parler des référents pactés, c'était de ça, non? C'était quoi? C'était des référents, chaque famille pouvait avoir le bénéfice de contacter un référent en lien en situation de handicap. Ah, vous voulez parler des enseignants référents? Oui. Non? Oui, des enseignants référents, mais on ne touche rien. C'est-à-dire que les enseignants référents dont j'ai parlé tout à l'heure, qui pouvaient venir en appui des familles pour les accompagner vers, les enseignants référents n'y touchent pas. Ils sont toujours là pour accompagner, pour suivre enseignants référents de suivi de l'école inclusive. Donc, il n'y a pas de souci. On ne touche pas ce maillage du territoire. On vient pas déshabiller Paul pour habiller Paul sur ce coup-là. En fait, on a un intermédiaire qui centralise et qui peut mettre en relation des ressources que les autres n'ont pas forcément l'habitude de mobiliser. Tout à fait. Mais sans prendre. Oui, c'est vraiment la volonté. Hein. Il ne s'agit pas de déshabiller les uns pour habiller les autres. Vraiment, on met autre chose en place et on ne touche pas aux dispositifs qui existent auparavant. Est-ce que du coup, l'arrivée du PASS va-t-il changer le quotidien des AESH dans les écoles et auprès des enfants? Ça ne change pas le quotidien, non. Non, ça ne change pas le quotidien des AESH. Dans notre académie, c'est clair. Hein, on a dans la dimension d'un l'univers des PIAL, si vous voulez, vous aviez un corps-d'OPIAL qui gérait au mieux à la fois les notifications qu'il recevait et en même temps les possibilités d'emploi en AESH, soit mutualisées, soit individualisées. On a transféré ça donc dans un univers PASS. On appelle plus ça un corps-d'OPIAL parce que ça va être confusant entre le corps-d'OPIAL et le corps-de-PASS. On transforme ça en gestionnaire des AESH. La personne a les mêmes émoluments, hein, c'est-à-dire soit une décharge, soit une IMP, enfin une indemnité spécifique pour gérer les AESH de son territoire. C'est pas confusant du tout. On change rien, simplement on met en place PASS et il y a du lien. Hein. Parmi, je vous ai dit, les élèves à besoins particuliers. Parmi cette sphère-là d'élèves, il y a les élèves en situation de handicap qui sont accompagnés, mais on n'enlève pas les possibilités. On ne demande pas au corps de PASS de gérer en plus les AESH. Oui, c'est complètement indépendant. Tout à fait. Sinon, il n'aurait fait que ça. Très bien. Je voulais revenir sur la confidentialité parce que comment ces informations sur l'enfant sont-elles partagées et comment, j'ai envie de dire, quelle garantie de confidentialité? Alors, je vous ai parlé du LPI, c'est quelque chose qui se développe dans LPI, petit acronyme. Livret de parcours inclusif. Voilà. Oui, je préfère reprendre parce que nos parents sont sensibles aux acronymes. C'est un vrai blind test. Le LPI est en train de se développer sur tout le territoire français et cet outil-là va suivre et suit l'élève de sa première scolarisation à la dernière année de scolarisation. Donc c'est un outil qui est RGPD, hein, qui est développé par le national, de façon à ce qu'on collige l'ensemble des éléments et avec des accès très sécurisés. Voilà. Très bien, ça rassure complètement nos familles. L'idée est vraiment de travailler sur des outils qui sont sécures et qui sont protégés. Vous parliez tout à l'heure de vitesse et de réactivité. J'ai même envie de vous dire, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Est-ce qu'il y a un délai? Oui, bien sûr. De mémoire, on était à 12 à 13 jours entre la sollicitation et la première réponse apportée. Là, je parle sur la Côte d'Or. Je pense que c'est un peu plus important au niveau national, mais moyenne de traitement, une dizaine de jours. Oui, c'est à peu près ça. Et de mémoire, au niveau national, je crois que c'est 4 jours entre le moment où on a été sollicité et le premier contact, appel téléphonique ou rendez-vous sur site.
avec la famille. Donc ça se veut vraiment très réactif. Alors peut-être que avec le temps, on augmentera un petit peu, mais l'idée c'est pas rester avec des semaines où on a sollicité et on n'a aucune réponse. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'on fait face à un accusé de réception et très vite on engage le dialogue avec la famille ou avec l'établissement, puisqu'on l'a vu, la majorité des sollicitations, en tout cas pour le département préfigurateur, la majorité dépend d'entités scolaires, premier ou second degré d'ailleurs. Alors pour aller chercher un petit peu plus loin, du coup, c'est en résonance avec la question sur les professionnels, est-ce que le PASS n'est pas au final une manière de faire remplacer les professionnels du soin par des enseignants ou des éducateurs? Non. Enfin, non. On remplace pas. On est plutôt dans l'idée de coordination des acteurs qui sont sur le territoire que de remplacer. Le PASS n'a pas vocation à aller faire de l'ergothérapie ou à aller faire de la psychomotricité. On est d'abord sur l'identification du besoin et puis on va essayer de trouver quelles sont les réponses de territoire qu'on va pouvoir donner. Voilà, on peut pas transformer nos binômes en experts du paramédical, c'est pas l'objet. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi nos auditeurs et auditrices? Est-ce que vous avez eu des retours des directeurs ou de chefs d'établissement? Oui. Alors, je vous disais tout à l'heure que, je crois que c'est la semaine dernière, on est allé donc avec madame la rectrice et monsieur le directeur académique de Côte d'Or visiter un PASS parce que la rectrice souhaitait avoir justement les échanges avec les acteurs. On a fait différentes tables rondes pour voir un petit peu à la fois le regard du binôme, à la fois le regard des pilotes et à la fois le regard de l'ensemble des acteurs. Dans cette dimension, je disais intermétier, comment ça se passe au concret. Et je vous cache pas que c'est vrai que dans un premier temps, quand on a développé les PASS, j'avais déjà anticipé les possibles tensions qu'il peut y avoir, parce que quand vous êtes dans un univers, vous avez rajouté quelque chose. Vous savez pas comment on va réagir, et il y a forcément une peur, de savoir si on va pas remplacer. L'idée c'est pas de remplacer, c'est de faire autrement. Et les retours tant des pilotes, quand on a rencontré les chefs d'établissement, vous savez, 2 chefs d'établissement sur site, tant du personnel médico-social, c'est une très grande satisfaction à ce mode de fonctionnement, parce que c'est ça, c'est donner un autre regard et en même temps donner aux équipes pédagogiques même chose, des outils qui peuvent porter. Je crois qu'au niveau le pourcentage qui ont recours à pourcentage de sollicitations dont la réponse est du matériel pédagogique adapté est peu développé. Je crois que de mémoire au niveau du 21 comme au niveau national, c'est entre 3 et 4%. On va essayer de trouver d'autres outils. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition maintenant des PASS très vite, des kits est-ce qu'on peut appeler ça des kits d'inclusion scolaire, en tout cas des outils à mettre en œuvre. Je sais qu'on travaillait ce matin avec M. Écart sur les possibilités d'appui du numérique, de façon à pouvoir faire en sorte que cette école elle soit de toute la diversité et en particulier des élèves qui sont dans des difficultés. Je ne parle même pas des élèves en situation de handicap, mais vraiment des élèves en difficulté, pour qui parfois, si la réponse n'est pas apportée dans le court terme, on peut aller très vite vers une situation qui relève du handicap. Et c'est dommage parce que on perd à la fois la difficulté parce qu'on s'en occupe pas assez vite en fait. Et bien sûr, ça veut dire derrière que c'est pas rien de poser le H sur, le handicap auprès d'un enfant, parce que derrière il y a tout l'aspect social, mais aussi il faudrait pas aller vers cette notion de décrochage scolaire qu'on peut voir parfois. Et vraiment, l'idée c'est de répondre au plus vite à la grande difficulté. Donc une satisfaction des équipes, une satisfaction des enfants, des familles, globalement, c'est effectivement des professionnels. Globalement, cela dit, un auditeur nous dit des collègues enseignants, PE, voient d'un mauvais œil l'arrivée des PASS comme un nouveau rouage dans le système. Comment rassurer ces enseignants, professeurs des écoles? Je pense que la meilleure image, c'est que c'est pas le rouage, c'est la goutte d'huile qui vient entre les rouages de PASS. Mais vraiment, parce que c'est ce qui va mettre tout le monde autour de la table avec une vision différente et de l'outillage. Alors c'est vrai que il y a aussi, c'est naturel, la peur du changement.
on connaît, et qu'il nous faut de notre côté, nous, actionner le levier de la communication, montrer. Et ça passera peut-être par des petites vidéos, des petits, voilà, des interviews de personnes qui ont été dans cette situation, et je sais qu'on va y travailler avec la rectrice pour montrer tout simplement qu'il y a de la plus-value à être en passe, et que c'est pas vain, qu'on ait un regard un peu autre que celui qui vient intervenir dans la classe et qui part. Je pense qu'il faut qu'on accompagne les choses dans la durée, que ce soit pas one shot, mais que ce soit quelque chose qui soit dans la durée, sans pour cela s'inscrire dans tout le parcours. S'il y a nécessité d'aller sur l'ensemble du parcours, peut-être que d'autres réponses seraient plus adaptées. Peut-être qu'il y a besoin d'autre chose en dehors de la classe, ou peut-être qu'on a besoin d'un étayage complémentaire qui relève de la compensation. Voilà, il faut qu'on remette tout le système au regard des besoins de l'élève avant tout. Oui, je suis tout à fait. Alors, monsieur ou madame Godard, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut qu'on communique beaucoup, qu'on échange beaucoup sur réellement ce que ça donne comme plus-value. Oui, et les parents aussi doivent être assurés au titre que de toute façon, la communication, voilà. On a à la faire envers les équipes, mais aussi envers les parents. Je parlais d'experts, je pense que c'est ça. Il faut qu'on montre que ça apporte une plus-value. On l'a montré, et je pense que le ministère l'a entendu, hein, puisqu'on va sur cette voie de généralisation de déploiement. C'est pas neutre quand même, hein, dans la période qu'on vit, de se dire on consacre des emplois à ce mode de fonctionnement parce qu'on voit qu'il y a de la plus-value pour ces élèves-là, et que les raccrocher à quelque chose qu'ils sauront faire et qu'on reconnaîtra leur capacité, c'est pas rien. Mais il faut vraiment qu'on continue sur cette voie de communication en tout cas. Et effectivement, merci Monsieur Godard. C'est vrai que le PASS a cette dimension-là de prendre le temps de rappeler la famille quand il y a cette difficulté, de pouvoir avoir ce regard extérieur, de ne pas être la personne qui subit cette difficulté, je dirais, en étant de l'autre côté du bureau. Quand on est l'enseignant, parfois sur des troubles du comportement, tout ça, ça peut être assez compliqué d'avoir un élève qui décompense dans la classe. Là, le PASS a ce point extérieur, et le dialogue avec les familles est très apaisant de leur part. Donc, on ne peut que inviter les parents à faire connaître, voilà, le PASS, mais aussi Alors après, je l'ai montré tout à l'heure avec le schéma. Hein, peut-être que ça ne relève pas du PASS, mais en tout cas, la sollicitation du PASS amènera le binôme à aider la famille en disant de toute façon, bon, ça ne relève pas du PASS, néanmoins, prenez contact avec tel professionnel, prenez contact avec tel organisme, de façon à ce que on vous donne une réponse. Tout à fait. Donc là, oui, les parents... C'est une porte d'entrée, si vous voulez. Hein. On facilite la porte d'entrée, qui n'est pas forcément... Alors, je ne nie pas la possibilité d'abord de solliciter l'enseignant de la classe, ou l'équipe quand on est en collège, on passe par le professeur principal, mais je pense que c'est important de recibler les choses. Il y a d'abord l'enseignant. Et quand on voit qu'il y a quelque chose qui se répète, voilà, qui continue, et que la difficulté elle est prégnante, et que on pense que il faudrait peut-être d'autres, faut pas hésiter à prendre le réflexe, voilà, le PASS. Alors, en Saône-et-Loire, un service de type PCPE, oui, qui répond de façon précoce aux premières fragilités, oui, tout à fait. Et après, votre réponse est... Alors, voilà, de cette... Alors, je sais pas, c'est monsieur ou madame Miniti. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on voit, et on en a parlé avec madame Pierre, hein, la directrice académique, voir comment on va pouvoir intégrer ces types de dispositifs, hein, PCPE, et avec le développement des PASS. En même temps, on a de plus en plus de personnels ressources, hein, personnel TND, TSA. On a des personnels ressources qui viennent en appui des équipes pour les comportements perturbateurs dans le cadre de la classe. C'est des personnes ressources qui vont être en appui des PASS. Il faut qu'on les repositionne par rapport à ces nouvelles entités PASS. En tout cas, merci aux parents d'être aussi écrivains. Le PASS peut aussi co-construire des solutions avec les parents, c'est vrai, complètement d'accord. Nous allons donner la parole tout à fait à Catherine Georges. Voilà, pour la FCP. Madame Georges. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie. Vous m'entendez bien ? Je vous remercie,
Madame Georges, est-ce que vous avez on allumé ne vous votre entend pas, micro de façon à ce qu'on puisse profiter de votre intervention? Est-ce que c'est toi qui n'as pas coupé le son de ton côté, Catherine? Pourriez-vous rappeler quelles sont les démarches concrètes à faire pour un parent pour solliciter le pass? Alors, c'est pas très compliqué. Vous prenez la tâche. Alors, soit vous allez sur le site de la DSDBN, hein, c'est-à-dire du service, enfin de l'inspection académique, hein, pour faire simple, du département considéré, et vous allez chercher des informations sur le pass. Sinon, vous téléphonez à l'inspecteur de l'IEN ASH du département, qui vous donnera toute la cartographie, on vous indiquera la partie du site qui correspond, de façon à ce que vous ayez le numéro de téléphone du binôme de pass. Un autre parent je m'excuse, j'ai pu vous mettre le lien en direct pour la Côte d'Or. La carte de ceux de la Nièvre et la sectorisation de ceux de la Nièvre ne sont pas encore sur le site de la DSDN 58. D'accord. Alors, prenez la tâche de l'inspecteur de l'IEN ASH ou de l'adjoint au DAZEN pour avoir les coordonnées des cordopass. Est-ce que Madame Georges, vous pouvez prendre la parole? Est-ce que vous m'entendez? Avez-vous ouvert votre micro? Oui. Vous ne m'entendez pas. Sinon, vous pouvez sinon par le chat, sinon. Peut-être que Madame Georges, on entend juste le chat que je dis la question de la Non, Madame. Il y avait, si je comprends bien, c'est une possibilité de passe de suivi pour les enfants qui n'arrivent pas à avoir un interlocuteur pour prendre en compte les difficultés remarquées par les parents, écoles ou professionnels, surtout au niveau des délais au niveau des délais de prise en charge. De prise en charge. C'est effectivement la possibilité d'avoir un personnel qui n'est pas forcément l'enseignant et qui viendra observer, mais ça se fera forcément en concertation avec l'enseignant, bien entendu. J'ai pu vous trouver un début d'information. Le deuxième lien qui est sur AC Dijon, notre pôle d'appui à la scolarité, concerne les passes de la Nièvre. D'accord. Super. Très bien. Je ne sais pas si on a écouté du côté de la Nièvre, mais j'ai l'impression que c'était mis à jour pendant qu'on en parlait. Je ne l'avais pas trouvé cet après-midi, je l'avais cherché, mais je l'ai trouvé ce soir. On a des parents très actifs. Donc oui, de toute façon, Académie de Dijon, passe, on trouve toutes les infos, tout comme école inclusive, aussi de l'Académie de Dijon. Voilà, 2 sites qui sont effectivement très complets. Madame Georges, alors, Madame Georges. Elle était normalement, son micro s'est allumé, donc on devrait pouvoir l'entendre. Oui, mais est-ce que vous ne m'entendez pas? La sortie sur la télé. Ou là? Non, c'est en bas là sur le voilà. Monsieur Monceau souhaite peut-être. Catherine, on t'entend. Madame Georges, on vous entend. Ah, c'est vous vous exprimer. Parfait, merci beaucoup. Ok, je vous remercie, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais vous remercier pour cette présentation qui donne quand même une vision plus claire de ces dispositifs PASS. C'est vrai que nous on n'est pas aussi engagé. Effectivement, on démarre la mise en place, la mise en route de ce dispositif. On a pu. Alors nous, on n'a pas eu encore l'occasion d'avoir une présentation claire par notre direction académique, donc on n'a pas pu être trop disponible ces derniers temps, mais on avait quand même eu sur le dernier CDEN une présentation qui assez rapide on va dire, mais qui engageait déjà quand même un certain nombre de saisines depuis le début de l'année. On était déjà 70 en mois d'octobre, et on a quand même constaté, nous en tant que représentants de parents d'élèves, que c'était quand même un dispositif qui était quand même bienvenu, bien accueilli de la part des représentants des professeurs. Donc ça, c'est quand même important. Après, on a quand même sur les quelques dossiers qu'on a pu, les saisines qu'on a pu avoir de parents, c'est cette inquiétude sur ces dispositifs qui, comme le disait tout à l'heure Bruno, on va pas
déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est vraiment, il faut vraiment faire le distinguo entre les PIAL et puis et le PASS. Et je pense que vous avez été assez clair dans ce que vous nous avez apporté comme explication dans cet échange. Maintenant, on reste quand même avec une inquiétude. Nous, c'est un dispositif qui est nouveau, donc il va falloir qu'on accompagne les parents. Ça, c'est une certitude, et pour les rassurer. Et voilà. Moi, j'avais une question quand même sur. On voit quand même que sur ces saisines, on a quand même un pourcentage quand même assez important de saisines qui est faite par l'Éducation nationale. Et comme on a pu le voir au travers de votre présentation, quand même orienté, c'est ce qu'on a aussi évoqué lors du CDEN, c'était évoqué cette saisine aussi autour des élèves qui sont avec des comportements perturbateurs dans leur classe, mais aujourd'hui, enfin voilà, c'est vraiment souvent cette difficulté quand on est face à un enfant qui peut être en situation de handicap. Effectivement, la prise en charge n'est pas toujours facile à faire, et puis il faut détecter dans tous les cas, donc faire un bilan, et ça c'est ce que va apporter le PASS. Moi, la question que j'avais à vous poser sur cette année qui s'est écoulée sur la Côte d'Or, combien d'élèves grâce au PASS ont pu effectivement partir vers des notifications vers des dossiers MDPH qui ont pu révéler effectivement une problématique liée en fait au handicap. Alors là, je travaille que de mémoire. J'ai pas les éléments avec moi. Oui. De mémoire, on est sur environ 13% des élèves en situation d'accompagnement par le PASS qui ont été amenés vers un accompagnement vers les MDPH. Sur une 900 et quelques saisines, ça fait une centaine de gamins à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ok. Et ces dispositifs, ce travail qui a été mené a permis quand même aussi de pouvoir mettre en place, puisqu'en fait c'est un peu aussi l'objectif, peut-être d'identifier effectivement des fois des difficultés pour les élèves. Donc on parle d'élèves à besoins spécifiques, de pouvoir mettre aussi en place avec les équipes des PAP, etc. Donc de rentrer quand même dans cette école inclusive par tous les biais qu'on peut mettre en place pour accompagner au mieux ces élèves, d'être un peu plus dans l'inclusion. Alors moi, je trouve que c'est bien que vous abordiez les PAP, parce que il faut absolument, je pense que c'est un point qui sera forcément à un moment repris par le national, il faut sécuriser les choses. Vous voyez, on a dans l'idée qu'on met un certain nombre d'aménagements, mais serrés dans le temps pour les PASS. Imaginons une situation, par exemple, d'élèves en classe de 3e au mois d'avril. On se rend compte effectivement qu'il y a nécessité d'un PASS, et pourquoi pas d'un matériel pédagogique. Enfin, en gros, d'un aspect numérique, des choses, d'outils spécifiques. Si l'on ne sécurise pas les choses par le biais d'un PAP, c'est un élève qui va être en difficulté lors de la phase d'examen du DNB, du brevet. Si on ne sécurise pas les choses, il risque bien d'arriver avec un outil numérique qui lui sera refusé lors de l'entrée dans la salle d'examen. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à sécuriser, en particulier sur les phases préparatoires aux examens. Et pourquoi on le sécurise, pourquoi on le travaille que dans un temps court, c'est qu'on n'est pas dans une dimension de compensation. On essaye de voir si cet appui momentané du numérique peut répondre à un certain besoin, de façon à ce qu'on rentre dans un dispositif qui le met le plus en difficulté. Si on se rend compte que le matériel, par exemple, nécessite d'être installé plus durablement, ou peut-être avec d'autres outils, un type scanner ou des outils de compensation, on va accompagner la famille. Ça va faire partie des 13% dont je parlais tout à l'heure, d'accompagner la famille vers une mesure de compensation de matériel pédagogique adapté. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on arrive à le sécuriser par le biais d'un PAP ou par le biais d'un PPS. Sur les phases d'examen, c'est clair.
Alors, pour juste rebondir sur ce que vous disiez, l'ordinateur, enfin l'outil informatique est normalement octroyé par, alors je me trompe peut-être, hein, mais par notification MDPH. La mise en place, voilà. Donc là, on a quand même une différence entre le PAP et le PPS qui va donner quand même, c'est un plan hein, qui est spécifique et qui va, de par les bilans qui ont été faits par un ergothérapeute, etc., vont amener effectivement à poser ce besoin en outils informatiques. Donc effectivement, là, il y a quand même le distinguo à faire entre le PAP et PPS sur ces outils-là. Et effectivement, la difficulté alors après, moi, je suis assez comment dire, je suis assez investie dans toute la partie quand même, tout ce qui est école inclusive, puisque je fais aussi partie de la CDAPH de la Nièvre, qui fait un excellent travail, même aussi avec les services de l'éducation nationale. C'est vrai qu'on a un département nous qui notifie beaucoup, donc effectivement qui notifie aussi beaucoup sur l'accompagnement humain. Donc ça c'est important aussi de le dire et c'est vrai que c'est pour ça qu'à un moment donné il y a eu vraiment une question de se dire voilà est-ce que ça va pas venir passer au-dessus ces passes par rapport au PIAL hein, et il y a des familles qui sont aujourd'hui avec des enfants qui sont notifiés et c'est vrai qu'on a posé la question lors de ce CDEN. Tu passes beaucoup plus court, on a l'alarme qui s'enclenche, on doit avoir évacué dans 8 minutes. Ah, d'accord. Ah, tu es le maître du temps, c'est vrai. Non, mais pour finir, c'est juste... disons que c'est ça où on couche sur place et j'ai pas pris... Non, mais c'est juste, je finissais là-dessus. C'est vrai que les saisines ont été quand même plus orientées, nous, sur des élèves avec des comportements inappropriés et pas forcément sur des élèves qui ont déjà des notifications MDPH. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci. On voit que le sujet effectivement est très intéressant. En tout cas, merci à chaque parent. Voilà, merci en tout cas à notre expert, à vous toutes et tous. En tout cas, l'éducation nationale hein, aux côtés des enseignants, des binômes de proximité, voilà, du service départemental, école inclusive, de l'ARS, voilà, la Commission nationale, voilà, solidarité, autonomie, qui travaille vraiment quotidiennement au service et au profit de notre jeunesse, au profit de tous les enfants. Tous, merci vraiment pour votre écoute, engagement, participation active. On vous donne rendez-vous le 4 février, là aussi où le thème de l'orientation, le parcours à venir, les étapes clés, puisque nous arriverons évidemment au mois de février où AFELNET va s'ouvrir pour beaucoup de parents. Voilà, écoutez, en tout cas, vous dire que la diversité n'est pas ce qui nous sépare, c'est ce qui nous assemble, en tout cas, et enrichit notre humanité. Un immense merci à vous toutes et tous. Merci en tout cas à tous les acteurs ici présents. Merci en vous souhaitant évidemment une excellente soirée. Merci beaucoup.